Dans cette aventure, Jules Verne imagine qu'un richissime millionnaire, William J. Hyperbone, dans une clause excentrique de son testament, lègue une fortune aux gagnants d'une gigantesque partie de jeux de loi à travers les États-Unis. Un étranger arrivé dans la principale cité de l'Illinois, c'est-à-dire à Chicago, le matin du 3 avril 1897, aurait pu, à bon droit, se considérer comme le favori du dieu des voyageurs. Ce jour-là, allait en effet débuter ici même une palpitante et bien excentrique aventure qui allait provoquer bien des émotions. Une foule énorme se portait alors dans la direction de l'un des plus riches quartiers de Chicago. Au milieu de démonstrations de joie, cette foule toujours plus nombreuse suivait un char somptueux sur lequel s'écartelaient en caractères diamantés les 3 lettres WJH. Ce char est un char funéraire qui transportait à sa dernière demeure la dépouille mortelle de William J. Hyperbone, un richissime millionnaire, l'un des membres de l'excentrique club. À vrai dire, ce qu'il y avait seulement d'excentrique dans sa manière de vivre en ce bas monde, c'était d'appartenir à l'excentrique club. Avec les membres de ce club, tous enrichis dans les multiples affaires de pétrole ou de chemin de fer, William J. Hyperbone y pratiquait avec passion le noble jeu de loi. Il s'émotionnait à sauter d'une case à l'autre, au caprice des dés, à s'élancer doigt en noix, à se promener sur le pont, à séjourner dans l'hôtellerie, à se perdre dans le labyrinthe ou à tomber dans le puits. Or, voici que lors d'une partie de jeu de loi, William J. Hyperbone, âgé de seulement 50 ans, mourut brutalement d'une congestion cérébrale. Célibataire, sans famille, à qui allait donc se transmettre son immense fortune? Ses collègues de l'excentrique club découvrent alors chez le notaire les volontés du défunt millionnaire. Avoir, tout d'abord, des funérailles pompeuses et joyeuses. Détail troublant, il est précisé qu'une délégation de 6 membres, tirés au sort parmi la population de Chicago, doit entourer le char funèbre. Quelle clause renfermait donc son testament? Quelles obligations imposait-il aux 6? Et comment serait-il mis en possession de son héritage, en admettant que tout cela n'aboutit pas à quelque mystification d'outre-tombe, bien digne d'un membre de l'excentrique club? Il fallait attendre l'ouverture du testament par le notaire. En attendant, les 6 étaient destinés à prendre rang parmi les personnages les plus en vue des États-Unis d'Amérique. Les reporters se précipitèrent chez chacun d'eux pour y découvrir que le hasard avait réuni des personnages au caractère bien différent. Le premier, Hodge Hurricane, se révélera bien vite être un désagréable et colérique ancien capitaine de la marine. Le deuxième, Max Réal, est un jeune peintre de talent, un paysagiste auquel l'avenir réservait une belle situation dans le domaine de l'art. Il vit avec sa mère et un serviteur noir. Le troisième, Harris Kimball, est un sympathique journaliste enthousiasmé par l'espoir de bonnes chroniques à écrire. Le quatrième, Herman Titbury, est un détestable prêteur sur gage, peu sympathique, toujours accompagné de son double, non moins avare, Kate Titbury, sa femme. Le cinquième, Tom Crabble, est un champion de boxe stupide, un colosse avalant des quantités considérables de nourriture, une brute heureusement assistée de son entraîneur, John Miner. Et enfin, le sixième,
Lizzie Wag est une charmante jeune femme, peu aisée, qui vit avec une fidèle amie, la rieuse et joyeuse Jovita Follet. Il est à préciser que Lizzie Wag ressentait une vive répugnance à être soudain exposée à la curiosité publique. Et sans l'assistance de son amie Jovita, Lizzie Wag eût certainement préféré refuser d'être des six. Enfin, sur la scène d'un immense théâtre, le jour de l'ouverture du testament, il y eut un formidable « Ah !» qui s'échappa de l'auditorium. Lorsque le notaire, Maître Tom Brock, se leva face à 8000 spectateurs, au premier rang se trouvaient naturellement les désormais célèbres six. D'une main fébrile, il rompit le cachet du pli testamentaire et lut d'une voix forte le testament. William J. Hyperbone a tout simplement imaginé un jeu de loi. Il propose qu'une partie soit faite entre les six. Mais dans cette partie de jeu de loi, les cases sont représentées par les 50 États que compose le territoire des États-Unis, excepté l'Alaska, situé en dehors. En répétant 13 fois l'un d'eux, William J. Hyperbone a ainsi obtenu une carte composée de 63 cases identiques à celle du noble jeu de loi, devenu par ce fait le noble jeu des États-Unis d'Amérique. Les six élus auront à se transporter dans chaque case indiquée par le nombre de points obtenus et à l'endroit même que leur fera connaître l'exécuteur testamentaire, Maître Thornbrock. Ainsi donc, le caprice des dés allait les promener à la surface de l'Union. Le gagnant, cet invraisemblable parti, aura la totalité de la fortune du millionnaire, soit 60 millions de dollars. Toutefois, un codicille avait été ajouté au testament indiquant qu'un septième partenaire, curieusement désigné sous les initiales XKZ, participera au jeu en se soumettant aux mêmes règles et aux mêmes droits, ce qui ne manqua pas d'intriguer la population qui allait se passionner pour cette hallucinante partie de jeu de loi. Le tirage au sort désigna l'artiste Max Real comme numéro 1. Devant la foule des spectateurs, Maître Thornbrock agita le cornet d'une main ferme et fit rouler les dés sur la carte. 4 et 4 cria-t-il. 8 répondit d'une seule voix l'assistance. Ce chiffre était celui de la case assignée à l'État du Kansas. Au gré des lancers de dés de Maître Thornbrock, nos 6 joueurs, sans compter le bien mystérieux XKZ, iront d'un État à un autre à travers l'ensemble des États-Unis d'Amérique, utilisant tous les moyens de transport possibles. Le boxeur Tom Crable y perdra beaucoup de son honneur, notamment lors d'un effroyable mal de mer au cours d'une traversée en bateau. Les époux Tidbury se verront détroussés par des voleurs et comble de l'horreur pour des avares comme eux se retrouveront sur la case hôtellerie et se verront obligés de rester dans un hôtel de luxe de la Nouvelle-Orléans pour le prix de 200 $ par jour. Pour son grand bonheur, le journaliste Kimball devra parcourir des milliers de miles d'une case à une autre, transmettant ainsi à son journal ses précieuses chroniques. L'ancien officier de marine Hodge Hurricane aura lui bien des déboires, notamment en faisant naufrage pour rejoindre le sud de la Floride. Ces deux joueurs auront d'ailleurs l'occasion de se battre en duel au revolver. Mais un duel à l'américaine. Les deux protagonistes devront être chacun sur la dernière passerelle arrière du dernier wagon de 2 trains différents qui doivent se croiser à 7h17 ce jour-là. 2 détonations éclatèrent au moment où les 2 trains se croisèrent. Mais heureusement, aucune balle ne toucha son but. Le journaliste
devra également parfois utiliser des moyens de transport dont le non moins original sera une triplette manœuvrée avec brio par des cyclistes professionnels. Le peintre Max Réal, quant à lui, profite des coups de dés et du hasard de ses déplacements d'un état à un autre pour visiter et peindre de nombreuses vues des paysages sublimes qu'il découvre dans cette nature grandiose de l'Amérique. Le hasard du jeu lui permettra aussi de croiser plusieurs fois la charmante Lizzie Wag et à chaque fois, l'un comme l'autre s'adressait des vœux de réussite. Lizzie Wag, entraînée bien malgré elle par son amie Jovita Follet, ne semble pas au départ bien favorisée par la chance. Mais elle se retrouvera finalement, par un formidable retournement de situation, à la tête du jeu, à la grande joie de Jovita, qui se voyait déjà partager avec son amie Lizzie le fabuleux héritage. Comment se termine cette partie de jeu de loi absolument excentrique? Qui gagnera l'héritage de William J. Hyperbone? Qui se cache donc sous les initiales mystérieuses XKZ du 7e partenaire? Je puis juste vous révéler que le jeune peintre Max Réal et la charmante Lizzie Wag y gagneront la plus grande des richesses, celle de l'amour. Quant à la pétillante Jovita Follet, l'amie dévouée de Lizzie Wag, elle aura droit à une proposition formulée d'une façon bien originale et quelque peu excentrique qui fera d'elle une millionnaire. À 70 ans, lorsque Jules Verne envoie son manuscrit à son éditeur, fatigué, plein de rhumatisme, il confie « J'en ai absolument fini avec les enfants qui cherchent leur père, les pères qui cherchent leurs enfants, les femmes qui cherchent leur mari, et aussi avec les romancons. » Il ne reste à Jules Verne que quelques années à vivre pour écrire ses derniers romans, et celui qu'il se met alors à rédiger sera considéré par certains comme un testament de l'écrivain avec les aventures dans les territoires de la Magellanie d'un étonnant personnage, le Cowger.